Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, on va parler d'une loi qui a été votée le 11 février 2005, surtout à la demande du président de l'époque, Jacques Chirac. Ça concerne une loi concernant les personnes porteuses de handicap. Pour en parler, je reçois ce soir, d'abord, on va parler des dames. Alors, Caroline Marchand, chef de projet, Maëlys Dubois, donc souffleuse d'images, et Jean-Philippe Sevagami, donc non-voyant, qui a, lui, souhaité qu'on parle de cette loi et voir un petit peu comment son application et son évolution a pu apporter quelque chose aux personnes porteuses de handicap. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser la question d'abord à Jean-Philippe Sevagami, parce qu'il a potassé la question. Cette loi du 11 février 2005, ça a été un moment important pour les personnes porteuses de handicap. Oui, tout à fait. En 2005, cette loi est sortie. Donc, il y a eu la maison départementale qui s'est mise en place. Et bien sûr, cette loi dit que c'est l'égalité des droits et des chances. Donc, pour nous, les personnes handicapées. Quand on parle d'égalité de droits, on connaît le problème qui est posé en entreprise pour l'emploi. Comment il y a une loi qui demande à ce qu'on embauche un certain pourcentage de personnes porteuses de handicap. Sur ce point-là, au moins, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus concernées par le handicap? Ben, pas tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on dit que en tant que travailleur handicapé, on cherche du travail. On cherche du travail, mais le problème, il y a toujours les patrons, il y a toujours une réticence là-dessus. Pourquoi il y a une réticence? Parce que vous êtes handicapé, vous n'allez pas, demain matin, vous n'allez pas avoir le moyen de produire comme toute personne normale. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'autonomie de la personne sur son lieu de travail. Et souvent, les chefs d'entreprise n'ont pas envie d'adapter le bureau, d'adapter les moyens, les outils de production à l'handicap de la personne. Tout à fait, voilà. Alors, Caroline Marchand, j'ai dit Caroline Dubois. Caroline Marchand, vous êtes chef de projet, ça veut dire quoi? Alors moi, je suis chargée de projet pour le Centre Ressources Saint-Imagir. Donc j'oriente les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels vers la thématique de la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'accompagnement à la parentalité, et nous luttons aussi contre les violences. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez vaste. C'est vrai. Donc on va y revenir. Je vais demander à Maëlys Dubois de me souffler quelque chose. Souffleuse d'images, c'est quelque chose de particulier? Oui, ce sont des bénévoles qui essaient de rendre les spectacles vivants ou les musées plus accessibles en soufflant à l'oreille des personnes aveugles et malvoyantes ce qu'ils ont besoin de savoir pour comprendre une œuvre d'art, que ce soit une pièce de théâtre ou un tableau, par exemple. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous exercez cette... Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Oui. Combien vous avez... Je vais chercher la phrase parce que je trouve ça... Vous avez susurré à l'oreille de combien de personnes jusqu'à maintenant? Je ne saurais pas vous dire du tout. Je ne sais pas. Ouais. Vous êtes la femme qui murmure à l'oreille des... Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Philippe. J'essaie de parler bas en tout cas, oui. C'est bien, même mon expérience avec Maëlys. Donc on a été dans des théâtres, on peut être dans des concerts et se faire souffler par un bénévole. Donc elle s'approche de mon oreille et là elle chuchote. Il n'y a pas que elle, il y a ses bénévoles aussi, qui nous soufflent comment est la scène, comment est la couleur de la pièce, la luminosité, si c'est bien éclairé ou pas. Tout dépend de ce qu'on a envie d'entendre. Donc j'ai besoin d'entendre comment est les vêtements de la personne. Donc automatiquement, elle va me décrire la personne, elle va me décrire la couleur des vêtements.
Donc, souffleur d'image, c'est du bénévolat, avant tout. Et donc là, ce sont des gens qui sont passionnés surtout de la culture. Et là, cette démarche est recherchée, je veux dire que les gens qui sont non-voyants, là je parle pour les non-voyants, on a besoin d'une souffleuse d'image. Tout à fait. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain matin, à chaque fois, je m'en vais par exemple, une pièce de théâtre de Marie-Alice, quelque chose de Thierry Jardineau. Et avant, je me disais pourquoi les gens, la façon, ils étaient en train de, par exemple, Marie-Alice parle et tout d'un coup, tout le monde se met à rigoler. Mais je m'étais dit, c'est pas rigolo, pourquoi ils rigolent? Et après, j'ai compris, quand le souffleur d'image me disait à l'oreille les grimaces que la personne faisait devant moi. D'accord. C'est là que je comprenais. C'est là que je rigolais. Comme comique de gestuelle qui se transmet, forcément pas à la parole à la base. Donc, il y a plein de choses qui se passent, qui soient dans la communication. En tout cas, toute la communication n'est pas verbale et une bonne partie, c'est la gestuelle. Moi, par exemple, quand j'ai l'audio chez moi, sur ma télé, sur Netflix, je suis content parce que là, on me décrit la synthèse vocale, mais l'audio me décrit toute la mise en scène du film. Là, c'est bien. D'accord. Et j'allais dire, c'est suffisant pour vivre l'émotion du film? Oui, à partir du moment où je suis concentré sur un film que j'aime bien, j'ai l'audio ou j'ai un souffleur d'image à côté de moi dans le cinéma ou l'audio description dans la pièce de cinéma. Moi, ça me suffit. Pas de problème. D'accord. Maëlys Dubois, souffler aux autres ce que vous voyez, ça développe quelle qualité? Ça demande d'aller vers les autres, d'abord parce qu'on ne se connaît pas, et on va parler d'un sujet, on va se parler de très près, donc c'est un peu intime quand même comme relation. Ça demande de développer son vocabulaire, parce que décrire une couleur à personne qui n'en a jamais vu ou une forme abstraite, ça peut être difficile, donc on fait preuve de poésie et on construit ça à deux. Et ensuite, on s'intéresse à la culture. Je pense que la plupart des bénévoles souffleurs sont des gens qui travaillent dans la culture ou qui s'y intéressent. Et petit à petit, on construit un regard sur les pièces de théâtre ou sur les tableaux qui permettent d'échanger plus facilement. Vous mettez en place des formations pour des bénévoles qui ont envie de faire ce que vous faites? Oui, il y a eu une première formation faite il y a 2 ans, organisée par les souffleurs grâce à l'association Valentin Huy. Donc par le comité parisien, l'association des souffleurs parisienne est venue former des bénévoles ici. Et j'ai donné notre formation il y a peut-être 1 an à peu près. L'idée, c'est d'en faire de manière suffisamment régulière pour qu'il y ait toujours de nouveaux bénévoles. Et on passe une journée à s'entraîner et à expliquer quelles sont les astuces. Ça, c'est un petit peu comme les personnes qui parlent avec les signes aux malentendants ou aux malentendants ou aux sourds. La question, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une répétition des gestes, la connaissance, malheureusement, s'effiloche, se perd. Pour ça, je disais, il faut être dans une relation répétée. Oui. Les souffleurs peuvent revenir aux formations des années d'après, ou tout simplement, il faut pratiquer au maximum, en fait. D'accord. Jean-Philippe Sivagami, je vais revenir à cette loi de 2005. Une souffleuse d'image, ça fait partie de cette loi 2005 ou bien c'était avant? Ça, c'était après. En 2005, c'était bien après. Souffleur d'image, enfin depuis longtemps, ça existait souffleur d'image en métropole, ici à La Réunion aussi. Mais c'était bien après 2005. D'accord. Et qu'est-ce que cette loi, pour Jean-Philippe Sivagami, ça a apporté dans le regard, et c'est vraiment pas un jeu de mots, dans le regard de ceux qu'on dit valides ou voyants? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'ils ont changé de comportement? Alors, là où j'ouvre une parenthèse, parce qu'un jour, c'était également un non-voyant qui me disait, je lui posais la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous apporter quelque chose
dans la vie. Il m'a dit, commencez par ne plus vous garer sur le trottoir. Là, j'ai pris un sacré coup de pied au derrière. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens ont besoin de trottoirs, pas seulement les non-voyants ou les handicapés, tout le monde a besoin de l'espace pour circuler. Oui, tout à fait. Même les fauteuils roulants, même. Et moi, en tant que non-voyant, je dirais, sur mon trottoir, si je suis sur un trottoir étroit, la personne qui est en face de moi, je lui demande de me dire déjà bonjour. Je suis là, monsieur, bonjour. Voilà. Ouais, d'accord. Déjà, oui, parce que la personne parfois reste en silence. Jean-Philippe, vous êtes quand même conscient que parfois, et ça, c'était ça la posture, la question que j'avais posée, parfois l'individu qui n'est pas habitué à côtoyer une personne porteuse de handicap, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, il a peur, il a même peur d'aller vers la personne. Oui, il suffit de nous dire juste bonjour. Je passe, monsieur, bonjour, laissez-moi passer, ou je laisse passer, voilà, c'est tout. Tout à fait. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette posture. Tout le monde n'est pas habitué à aller vers une personne porteuse de handicap. Oui, tout à fait, oui. Après, c'est vrai que les gens comme moi, non-voyants, lunettes solaires avec canne blanche, veut dire non-voyants, ils ont compris. Ça c'est clair, mais le message est... Chez les malvoyants, ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des malvoyants qui sont sans canne, qui ont des verres normaux. Donc ça, ils n'ont pas compris que c'était quelqu'un qui a un handicap. Oui. Parce qu'il y a aussi des handicaps invisibles. Donc les gens ne comprennent pas. 80% forcément. Des handicaps sont des handicaps invisibles. Ils ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. On a souvent tendance à parler des handicaps qui sont visibles, comme une personne en fauteuil roulant. Et ça crée plus d'empathie que beaucoup je trouve en tout cas, que dans le handicap psychique, où la personne vit au quotidien des difficultés, et même en l'exprimant, l'entourage ou les personnes qui vivent avec, c'est assez difficile en tout cas pour eux de les accompagner, de les comprendre et de s'adapter. Là, on a parlé de quelque chose qui est, je dirais, visible, qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mais bon, on va pas beaucoup développer, mais je poserai la question. Et après, si on a l'occasion, vous reviendrez pour qu'on ait le temps de développer. Ce qu'on parle pas, c'est de la vie intime des personnes porteuses de handicap. J'en parle parce que j'ai eu l'occasion de voir ce film de cet homme qui dormait dans un tube de verre et qui se battait pour avoir une vie intime. Et qu'on le veuille ou pas, en France, de par l'éducation judéo-chrétienne, parler de la sexualité des personnes porteuses de handicap, c'est gênant. C'est toujours pareil aujourd'hui, c'est toujours difficile. Heureusement qu'il y a des centres actuellement, des associations de parentalité, même ici à La Réunion il y en a, pour pouvoir aider ces gens-là. Pour pouvoir les aider, pour pouvoir parler sur la sexologie. Mais actuellement, il y a quand même des représentations en 3D pour leur montrer... Oui, mais malgré tout, l'être humain est gêné. L'être humain est gêné de parler de sexualité avec des personnes porteuses de handicap. Oui, puis c'est vrai, c'est toujours le cas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une nette amélioration parce qu'on en parle de plus en plus. Avant, c'était tabou et ça l'est toujours, mais plus on en parle et plus ça deviendra quelque chose d'ordinaire. Ça dépend des handicaps. Toute personne, handicapée ou non, n'a pas forcément besoin de sexualité, mais il y en a beaucoup qui en ont besoin et qui sont en capacité. En fait, le corps, quand par exemple l'esprit... par exemple une déficience intellectuelle, le corps fonctionne toujours de la même façon. Donc vous allez avoir le même procédé avec l'adolescence, les hormones, les envies vont être exactement les mêmes pour une personne qui a déficience intellectuelle. Et on a tendance à les materner, vouloir les mettre en sécurité et les empêcher de faire leurs propres expériences pour les protéger, et ça se comprend tout à fait. Et on les empêche d'un côté de vivre cette envie des envies assez simples, par exemple de serrer quelqu'un dans ses bras, d'avoir une relation d'intimité, sans parler forcément de sexualité, parce qu'on parle avant de relations de vie affective. Donc avoir des amis, rencontrer du monde, sortir, pouvoir communiquer.
Et puis si on n'a pas accès à ça, c'est difficile de se sortir justement de ce handicap. L'accessibilité, c'est aussi ça. C'est avoir la possibilité d'aller vers l'autre et d'avoir une certaine intimité. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et plus on en parlera, et mieux ça sera, et plus ça deviendra dans les normes. Et puis on a des supports pédagogiques tels que des supports en 3D pour faire toucher à la personne, pour montrer à la personne la forme. Pour l'éducation. Oui, l'éducation. Pour transmettre l'éducation à la sexualité est une obligation, comme on le fait dans une école primaire ou au collège lambda. C'est tout à fait normal d'expliquer le corps, comment il fonctionne. Je ne sais pas, par exemple, les règles, la ménopause. Et quand on n'a pas accès à cette école-là, pour différents handicaps, on n'a pas forcément accès à cette éducation à la sexualité, qui est pourtant une obligation depuis la circulaire de 2021. Et donc, pour par exemple les non-voyants, on a des outils avec par exemple une vulve en 3D et donc la possibilité de toucher. On leur explique qu'il y a différentes formes de sexe, de tailles différentes et ça c'est ok. Et c'est en décomplexant un peu tout ça parce que ça fait partie du corps. Hein. C'est pas tabou normalement. Hein. On sait tous que voilà, on touche, on voit, on sait de quoi on est fait, mais de savoir que notre corps est normal et que d'autres personnes, parce que quand on est non-voyant, si on touche pas les autres, on peut pas savoir. De savoir que d'autres choses existent, qu'on est aussi normal et qu'il y a plein de formes et de tailles qui existent, c'est quelque chose quand même d'important. Après, il y a l'audio aussi, il ne faut pas oublier sur Internet, les vidéos, ça, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas, je vais être honnête, tout ce qui est sexualité, érotisme sur Internet, c'est quelque chose que je ne... Non, les trucs pédagogiques. Oui. Non, même dans l'éducation. Non, y compris, là je parle de ça, là. Je suis pas assez curieux pour aller chercher ça sur Internet. Parce que c'est pas votre besoin. Voilà, c'est pas mon besoin. Ça se comprend. Ouais, c'est-à-dire qu'avant que ça soit mon métier, moi non plus, je suis pas allée voir, étudier la sexualité des personnes en situation de handicap parce que personnellement, je me sentais pas concernée. Il y a plein de domaines où on se sent pas concerné. Bien sûr, on va pas faire des recherches sur tout, parce qu'on est un érudit et qu'on s'intéresse à tous les domaines, pourquoi pas. Mais ça, c'est un domaine qui est assez spécifique et je pense que le visualiser quand on n'est pas dans ce domaine-là, qu'on n'est pas porteur nous-mêmes d'handicap, pour la plupart des gens, on ne savait pas que c'était un problème. D'accord. Voilà, donc tant qu'on ne sait pas qu'il y a un problème là-dessus, l'accessibilité est difficile, voilà, un trottoir, on le voit, une place handicapée, c'est visible, mais oui, c'est la guêpe. Je ne vais pas changer de sujet, mais par exemple, avec Maëlys Dubois, l'année dernière, on a travaillé sur des podcasts dans les musées. Je pourrais vous en parler, mais des podcasts en créole et en français. Oui. Pour nous, les non-voyants et malvoyants. Non, je conçois, mais ce que j'essaye de dire, c'est que la sexualité est un sujet qui n'est pas simple. Oui. Et le paradoxe, c'est que c'est pas pour la personne porteuse de handicap. C'est pour son environnement. Ses parents, c'est pour eux que c'est difficile. Parce que eux veulent pas entendre parler de ça. Déjà, ils veulent pas entendre que leurs enfants sont dits normaux. Ils veulent pas parler de leur sexualité. Alors, encore moins si jamais ils ont un handicap. Et j'essaye de voir si, à notre niveau, on peut apporter des éléments pour, quelque part, apporter un petit peu pour vulgariser un peu le sujet, sans qu'on croit que c'est tabou. Et je reviens à ce film que j'avais vu. Cet homme était vraiment handicapé, il était toujours allongé, et il voulait qu'une femme vienne lui prodiguer des caresses. Et l'histoire est racontée le jour de son enterrement, dans une église, et les femmes qui l'ont accompagné sur sa sexualité étaient là, mais il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de gêne. Et les femmes étaient plutôt des femmes heureuses d'avoir contribué, de lui avoir apporté des moments où il était heureux. Est-ce que d'ailleurs, cette partie-là, est-ce que la sexualité est contenue dans la loi du 11 février 2005 ? Ah ben là, je ne saurais pas dire. Non, elle est arrivée plus tard. C'est arrivé plus tard ? C'est arrivé plus tard, comme je dis, dans la circulaire de 2021, avec une obligation des établissements médico-sociaux à rendre accessible justement cette vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc l'éducation, et puis bon, il y a d'autres choses, je ne vais pas tout exprimer dans cette circulaire-là, mais en tout cas, pour rendre accessible, on donner le droit
aux personnes en situation de handicap, par exemple, d'avoir une vie intime. Oui. Quand ils sont en foyer d'hébergement, vous voyez, ils ont leur chambre, c'est chez eux. Eh ben, ce fut un temps, ils n'avaient pas le droit d'accueillir un partenaire, alors que c'est leur chambre. C'est censé être leur droit. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaye tellement de les protéger, et ça se comprend. Il y a une certaine vulnérabilité, et vous avez énormément de personnes en situation de handicap qui ont été ou seront victimes de violences. Et là-dessus, il y a une chose aussi que, bon, je ne décris personne, je ne critique personne. Souvent, les personnes, les hommes, je parle bien des hommes qui étaient porteurs d'un handicap, la seule solution qu'ils avaient, c'était d'aller voir une prostituée. Mmh. Donc, c'est pour ça que je disais que l'évolution va peut-être permettre à ces personnes de voir la vie différemment. Avoir on appelait ça une assistance sexuelle, je crois. Oui, mais toujours. La Suisse, normalement, permet ça, le Canada. Oui. Mais la France, non. La Belgique. La Belgique aussi. Oui, mais alors justement, ça c'est un gros sujet et j'ai déjà fait des réunions là-dessus. Vous savez, quand on n'a pas de handicap, il est très difficile déjà de rencontrer quelqu'un. Ça demande une démarche. Et rencontrer quelqu'un qui nous plaît et aller jusqu'à cet épanouissement sexuel, c'est très compliqué. Quand on a un handicap, forcément, on a moins accès à tout ça. Donc, on a fait de demandes pour avoir justement l'autorisation des étangs sexuels, mais malheureusement, ils sont considérés encore aujourd'hui comme des travailleurs du sexe parce qu'il y a rémunération. Voilà, prostitution. Voilà. On reste sur la prostitution. Enfin, en fait, c'est pas la prostitution qu'on... Oui, c'est pas la prostitution qui est intéressante. C'est le racolage qui est condamné. Le racolage et aussi la mise en lien. Oui. Voilà, ça veut dire que vous êtes un proxénète. Si moi, par exemple, je propose à une personne en situation de handicap, quelqu'un que je connais et qui est OK, si je les mets en lien, je suis hors la loi. Oui. Donc, on a quand même estimé que ça faisait partie de la santé mentale. Voilà, donc c'est rentré dans les mœurs et ça fait partie de la santé mentale, avoir accès à cette vie relationnelle, affective et sexuelle. Et malheureusement, on n'a pas encore réussi d'adapter en tout cas la loi à une accessibilité qui soit sécurisée, parce qu'on parle de personnes qui sont formées des dents sexuelles. Pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été vérifié, que ses antécédents, qu'il n'est pas allé en prison. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on sait que c'est sécurisé, que c'est bien fait. Mais malgré tout, on les compare à des travailleurs du sexe qui feraient ça dans la rue. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils font ça en bord de route, de façon où il n'y a pas d'hygiène, où c'est très rapide. Et parfois, malheureusement, ces personnes-là, on leur récupère leur argent. Il n'y a aucun acte qui est fait et ils peuvent rentrer chez eux. Donc, c'est pas sécurisé, on peut pas vérifier, on sait pas avec qui ça se produit. Donc, si la loi permettait... de détourner un peu ça, de modifier ça, ça permettrait d'avoir cette sexualité, en tout cas, de façon adaptée et plus sécurisée. En tout cas, on aura au moins fait le tour de cette loi du 11 février 2005. On aura l'occasion d'en reparler. Ça sera à vous de me dire quand est-ce que vous voulez revenir pour en parler. On a abordé l'aspect dans la relation des personnes porteuses de handicap, la sexualité. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, sans doute avec vous, Caroline Marchand. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Merci Maëlys Dubois, merci Jean-Philippe Segami, merci à Caroline Marchand. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.